Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Hop, je vais faire une petite intro. Bonjour, bonjour. Je suis désolé pour le petit retard. On devait démarrer à 10h25. Et heureusement, Aude et Kylian viennent de me le rappeler. Je pensais que c'était 10h30. Donc, c'est de ma faute. Je tiens à m'excuser. Alors, je suis Tony Lubb du média 10 Minutes Hôtel. Et je suis avec Aude de Mirail. Aude. Enchantée et bienvenue à tous. Merci d'être là, de nombreux. Et Kylian de SiteMinder. Et enchanté également, donc du coup, Kylian de SiteMinder. Parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant. Très souvent, les hôteliers pensent que le problème numéro un, c'est encore de remplir leur hôtel. Mais en réalité, en 2026, il peut arriver des fois où vous remplissez l'hôtel, mais vous perdez de l'argent. Certaines chambres sont remplies et en fait, elles vous coûtent plus que ce qu'elles vous rapportent. Donc en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est plus comment générer du revenu, mais comment rester rentable en tant qu'hôtelier. Et dans ce monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus cher, et en train de basculer, je pense que vous êtes tous au courant, avec l'intelligence artificielle. Allô, allô. Et donc voilà, c'est la fin de cette conférence. Je vous remercie à tous. À très bientôt. Au revoir. Non, voilà, donc ce que je disais, voilà, c'est qu'on a un monde qui est en train de basculer, qui est vraiment en train de changer. L'idée va être de structurer cette table ronde en trois sujets majeurs. Le premier, pourquoi la majorité des hôtels se trompent encore sur la rentabilité. Deux, les arbitrages concrets entre canaux et pricing. Et trois, et enfin, ce que l'IA va réellement changer dans tout ça. Aude, si je te demande simplement, aujourd'hui, un hôtel qui fait du chiffre, est-ce que ça veut dire qu'il est rentable ? Alors, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que non. Tu peux même avoir deux hôtels en fait qui ont un chiffre d'affaires record. Un va être rentable et l'autre pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que derrière ces chiffres d'affaires records se cachent différents types de coûts. Tu vas avoir les coûts de distribution, les commissions, certaines commissions d'ailleurs basées sur un prix TTC par exemple, des coûts de marketing comme les comparateurs de prix, les ads, etc. Et puis tu vas avoir aussi tout ce qui est coût financier. Souvent, c'est un coût qui est oublié. Mais si vous prenez, par exemple, les cartes virtuelles que vous mettez à disposition Booking, elles ont des coûts autour de 2,5-3%, quand réellement, par exemple, en direct, votre passerelle de paiement, elle va pouvoir avoir un coût bien inférieur. Donc, réellement, non, faire un chiffre d'affaires record, ce n'est pas synonyme de rentabilité. D'accord. Kylian, j'ai une question. Donc, bon, chez SiteMinder, vous voyez tout un tas d'hôtels et tu en vois plein qui forcément cherchent à analyser leur propre performance. C'est la base de tout chef d'entreprise. Quelle est l'erreur numéro un que tu vois quand ils analysent la performance aujourd'hui ? La plus fréquente, c'est de penser sa performance sur la base du chiffre d'affaires seulement, et pas sur la base de la rentabilité des différents canaux. Ce qu'on observe, alors tous les ans, on produit... je colle le micro. Exactement, bien vu le geste. Tous les ans, on produit une analyse sur la base de toutes les réservations qu'on reçoit sur SiteMinder. Il y a un chiffre très intéressant sur 2025, c'est de se rendre compte que les réservations directes génèrent en moyenne 65% de revenus en plus que... Attends, je suis désolé. Vas-y. Parce qu'effectivement, j'ai vu le chiffre sur LinkedIn il n'y a pas longtemps de ces 65%. Tu peux détailler un peu parce que c'est quoi le calcul ? Qu'est-ce que ça représente exactement ? Ouais, donc c'est 65% de revenus en plus en direct que sur les OTA, hors commission.
Et finalement, c'est pas une question de prix, c'est une question de comportement derrière. Ça réserve en direct des, des chambres plus premium, ça réserve plus longtemps, des séjours plus longs, et ça a tendance à consommer beaucoup plus d'extras, ce genre de choses. Donc finalement, pour conclure un peu sur ce propos, c'est de se rendre compte que souvent, les hôteliers savent ce qu'ils vendent, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils gagnent derrière. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. D'accord, ok, très intéressant. Alors, moi j'ai une question pour toi, Aude. C'est vrai que en tant qu'hôtelier, on parle toujours de RevPAR. Maintenant, il me semble que c'est pas forcément toi l'indicateur numéro un que tu conseillerais de regarder ou Oui, c'est ça. Le RevPAR, en fait, il est trompeur. C'est le KPI par excellence qui est analysé souvent dans l'industrie hôtelière. Mais il est trompeur dans le sens où finalement, c'est du brut. Ça ne prend pas en compte les différents coûts dont on a parlé tout à l'heure. Marketing, financier et distribution. Et c'est vrai que du coup, nous, on préfère travailler sur le prix moyen net. Donc, quand on travaille avec les hôtels sur l'analyse de leur distribution, on va regarder le prix moyen net parce que finalement, il permet d'éliminer tous ces coûts et de réellement voir où est la rentabilité, quel est le canal qui va être le plus rentable. Si tu prends par exemple tout ce qui est aussi activateur de visibilité sur les OTA, je te pense aux offres flash, aux tarifs mobiles, aux tarifs Genius, aux hôtels. En fait, les hôtels, bien souvent, ont en tête que la commission moyenne chez Booking, c'est 17%. C'est faux, c'est archi faux, dans le sens où, déjà, on le disait tout à l'heure, la commission, elle est calculée sur le prix TTC, donc c'est pas 17%, mais c'est déjà 18,7%. Et tu ajoutes à tout ça les différentes remises et ton prix moyen net, il baisse drastiquement. Et le fait de ne pas analyser finalement ce que tu as comme prix moyen net à la fin, ce qui va rentrer sur le compte bancaire de l'hôtel, ça ne te permet pas de savoir réellement quelle est l'attractivité de ce canal, quel est l'intérêt de ce canal pour ta rentabilité. D'accord, mais donc ce serait donc possible effectivement de vendre aujourd'hui à perte. Non seulement c'est possible, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il y a certaines chambres qui se vendent et qui ne sont pas rentables du tout. Je vais te prendre un exemple très concret. Imaginons une chambre qu'on vendrait sur une OTA. 100 €, mettons, moins 20% de commission, on est déjà à 80, moins tous les coûts associés à côté, énergie, ressources, amenities en général. Et retirons encore une bonne trentaine d'euros, on est déjà à 50. Et si on retire tout ce qu'il pourrait y avoir comme des fautes de jugement derrière de la part de l'hôtelier, type j'ai absolument voulu pousser cette chambre, je l'ai vendue sans trop contrôler les commissions OTA, sans trop contrôler tout ce que je viens de citer, et en plus de ça, j'ai dû l'ouvrir dans un nouvel étage, donc, et j'étais déjà full de ressources ménage par exemple, donc j'ai dû prendre quelqu'un d'autre et finalement pour ajouter une chambre. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ces coûts qui s'accumulent et ça tue littéralement la rentabilité de vente d'une chambre. Sans compter que potentiellement cette chambre, si, admettons, entre le moment où je l'ai vendue et le moment où vraiment elle a été utilisée, il y a eu un événement qui a été annoncé. Cette chambre, j'aurais pu la vendre au lieu de 100 €, 140. Je te laisse imaginer ce qu'on perd entre les deux. Donc finalement, c'est ce manque de contrôle sur vraiment les coûts réels qu'il y a derrière qui entraîne la dégradation des prix des chambres. Donc tout va se faire vraiment sur reprendre le contrôle sur ce genre de choses. D'accord, donc en fait, tu as à la fois le manque à gagner et en fait, ce que tu vois, c'est des fois les coûts réels qui sont mal calculés. Tu additionnes les deux, effectivement, tu es très probablement à perte sur certaines chambres. D'accord. Plus souvent qu'on le pense. Ouais. Plus souvent qu'on le pense. Ok. Bon, si à l'occasion, tu as un chiffre que tu publieras sur LinkedIn, n'oublie pas de me taguer. J'hésiterai pas. Parce que je serais curieux. Aude, tu parlais d'un point qui était hyper intéressant juste avant. Tu parlais du fait que tous les clients n'ont pas forcément la même valeur sur le long terme.
Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif de dire que 2 clients qui vont chacun payer 100 € une chambre n'ont en fait pas la même valeur. Alors en fait, quand on dit ça, finalement, ce dont on veut parler, c'est de la fidélisation. Pour nous, on voit la fidélisation comme la vraie piste en fait, qui va aider les hôtels à devenir plus rentables. Ça fait je sais pas, 7-8 ans qu'on encourage nos hôtels avec qui on travaille au quotidien sur leur vente directe, je sais que c'est notre fer de lance, à mettre en place, à installer un club de fidélité sur leur site. En fait, ça fait référence au concept de valeur vie client, c'est-à-dire que il faut voir finalement une réservation pas simplement comme une transaction, mais ce qu'un client va pouvoir dépenser tout au fil de sa relation avec l'hôtel. Donc si on arrive à fidéliser ce client, il va peut-être dépenser, je ne sais pas, 10 000 € sur l'ensemble de ses séjours chez vous, alors qu'un client qui sera venu une fois, il aura dépensé 100 € et tous les coûts que vous aurez mis en place pour acquérir ce client, finalement, ce seront des coûts bruts que vous ne pourrez pas diluer dans le temps. Donc, on pense vraiment que, finalement, pour capter un client, et notamment capter un client aussi en direct, ça suppose des coûts de marketing digital de façon globale, ou éventuellement même des coûts de commission si ce premier client il est venu par les OTA. Et donc, c'est vrai que si on arrive à le fidéliser, on va économiser sur ses prochains séjours ses coûts marketing. Mais au-delà, finalement, de cet intérêt sur le revenu, ça a aussi un intérêt au niveau opérationnel. On sait qu'un client fidèle, il va annuler, par exemple, 19% moins qu'un client lambda, qu'il va rester en moyenne 10% plus longtemps. Et je crois qu'un autre des chiffres qu'on avait analysé, c'était que il dépensait 13% de plus dans ton établissement. Donc, tout ça aussi, ça donne de la valeur à ton client, pas uniquement d'un point de vue revenu pur de prix de séjour, mais également au niveau opérationnel. C'est pour ça qu'on pense qu'effectivement, tous les clients n'ont pas la même valeur, dans le sens où si on arrive à les fidéliser, ils vont avoir d'autant plus de valeur. C'est très intéressant, en fait. Il y a un point que je trouve super intéressant sur ce que dit Aude. Et alors, tu n'as pas forcément donné le terme, mais en fait, tu parles énormément de LTV, de Lifetime Value. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous avez une start-up, que vous cherchez des investisseurs, ils vont regarder différentes choses. Ils vont regarder ce qu'on appelle le CAC, le coût d'acquisition, combien ça vous coûte d'acquérir un client. Ils vont regarder un autre métrique qui est à quel point vos clients restent chez vous. Mais le métrique qui a la plus grosse valeur pour eux, c'est le LTV, le Lifetime Value. Combien un client va vous rapporter sur toute sa période de vie avec vous. Et en fait, c'est vraiment ça dont tu parles. Oui, complètement. Oui. On pense, si tu veux, que finalement, donc tu sais, nous on parle beaucoup de vente directe, mais réellement, la valeur de la vente directe, elle est dans la possibilité que tu vas avoir de pouvoir le fidéliser et donc de diminuer tes coûts et donc d'améliorer ta rentabilité. D'accord, mais alors, bon, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Aude, Kylian, est-ce que vente directe versus OTA, tu sais, le grand combat de David contre Goliath, qu'on mène tous depuis 20 ans, c'est toujours un sujet ou en fait, ça y est, c'est en train de passer de mode? Non, c'est un faux débat. On a déjà parlé ensemble, en plus, dans ton podcast, il n'y a pas si longtemps. C'est clairement un faux débat. Ce sont tous des canaux d'acquisition. La question, c'est pas tant de savoir si on est pro-OTA, pas pro-OTA, peu importe, on en a besoin. La question, c'est de savoir quel rendement il y a derrière. Donc, quelle évaluation on en fait. T'aimes bien les chiffres, donc j'en ai d'autres pour toi. Vas-y, j'adore les chiffres. Les OTA sont devenus avec le temps le premier point de recherche des voyageurs pour trouver un hôtel, devant les moteurs de recherche. Ça, c'est mon premier point. Et deuxièmement, ce qu'on observe, c'est que 20% des voyageurs qui commencent leur recherche sur les OTA terminent sur le direct. Et cette proportion a tendance à grandir avec le temps. Donc finalement, les OTA, on peut les voir comme un vrai canal d'acquisition, comme un vrai canal marketing finalement. On pourrait s'en servir comme un canal marketing. D'autant plus que
c'est un canal marketing qui potentiellement coûte moins cher qu'un vrai canal marketing direct sur lequel il faut investir en Google Ads, il y a un CRM à maintenir, etc. Donc finalement, il faut sortir un petit peu de l'idéologie pure pour entrer dans une logique de rentabilité pure, de rendement pur, et de pouvoir juste administrer ce mix entre les deux pour se servir des OTA, pour justement nourrir ce direct et aller dans le sens de ce que tu disais, Aude. Ensuite, jouer sur la fidélisation et sur le long terme, parce que c'est sur le long terme, finalement, qu'on gagne le plus en rentabilité avec des clients directs. D'accord, ok, très intéressant. Et alors j'aimerais bien, on verra si on a suffisamment de temps, mais j'aimerais bien parler de ce que moi je pense qui est en train d'arriver avec le grand remplacement des OTA. L'IA va rebattre les cartes. Ouais. Voilà. Je vais peut-être trop vite. Mais... Ouais, bah justement, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu après, si on a le temps. Mais juste pour terminer quand même ce chapitre OTA versus direct, Aude, je suis hôtelier là, j'ai le choix entre payer des commissions ou investir des coûts en marketing. Comment je vais choisir? Admettons que ça va me coûter la même chose au final. Pourquoi est-ce que je choisirais l'un et pas l'autre? Alors en fait, je pense que l'arbitrage, il va se situer sur le niveau que toi, en tant qu'hôtelier, tu vas décider, tu es disposé à payer pour acquérir un nouveau client. Je pense il y a un changement de paradigme dans le sens où je pense qu'il faut voir l'investissement, enfin le marketing digital comme un investissement stratégique et la commission comme un coût. Une fois que tu as vu ça, il faut revenir encore une fois à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'analyse de ton coût réel, c'est-à-dire de ton coût par canal. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les OTA, ils dépensent en moyenne 50% de leurs revenus en marketing et vente. 50%. 50%. D'accord ? Wow. Aujourd'hui, tu vois, ça me fait penser à un client, enfin pas un client, mais un prospect, on va dire, avec qui on a discuté il n'y a pas très longtemps, et il n'avait, en investissement en marketing, il avait 0. D'accord ? Et il nous disait... Alors, juste pour clarifier, quand tu parles d'investissement en marketing, on parle de vente directe. Site web, CRM, ads et tout ce que Kylian nous disait tout à l'heure. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, il s'étonnait que sa vente directe plafonne à 5%. Bah, nous, ça ne nous étonne pas. Enfin, les hôteliers aujourd'hui, donc, qui réellement réussissent ce mix correct de canaux, c'est-à-dire que quand nous, on parle de vente directe et qu'on pousse ce point-là, c'est pas pour dire vente directe parce qu'on trouve que c'est génial. Non, c'est parce qu'effectivement, on considère que ça doit être le canal, ça devrait être le canal le plus rentable pour les hôteliers. Et donc, si aujourd'hui, avec tes campagnes de marketing digital, ta technologie, on va dire ton environnement vente directe, tu arrives à acquérir des clients à des coûts inférieurs à ceux des OTA, pourquoi t'en priver? Pourquoi te limiter à dire non, je ne veux pas investir parce que j'ai peur? Bien souvent, c'est ça en fait. Cet hôtelier en fait nous expliquait que c'était un gérant d'établissement et il nous disait le propriétaire n'a aucun problème à payer 20% de commission aux OTA, mais il a peur d'aller investir en marketing parce qu'il ne voit pas il ne sait pas comment il va pouvoir aussi traquer ce que ça va lui générer. Donc, encore une fois, pourquoi aller payer finalement 20% sur une réservation quand on pourrait l'avoir à peut-être 10%? C'est marrant, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a très très longtemps, à l'époque où je vendais du CRM, et je me souviens comme ça je parle avec un prospect qui n'est pas devenu client. C'est ce qui m'a rendu très triste. Où donc on lui présente toute la solution et il trouve ça extraordinaire, mais finalement il se dit ah ben non, mais c'est pas concret ce que vous faites, etc. Je préfère refaire une salle de bain. Et moi je me souviens qu'à l'époque ça m'avait choqué. Je me suis dit mais attends, on parle de quelque chose pour accompagner tous ses clients 365 jours par an pendant 4 ou 5 ans qui va faire du chiffre d'affaires, etc. Mais comme c'était pas concret, et lui il voulait quelque chose de concret, il a dit bah non, moi je refais une salle de bain. Et tant pis pour vous. Et je me suis dit, ah bon, ok, c'est étrange. Mais c'est un peu ce que tu disais là.
Kylian, je voudrais juste qu'on parle d'un point, parce que là, c'est vrai qu'on parle énormément de rentabilité sur les chambres, etc. Et on parle d'analyse de performance, mais il y a aussi un vrai sujet pour moi, c'est toute la performance que tu vas chercher à des événements clés. Tu vois, et comment est-ce que tu dois réagir rapidement? Parce que là, c'est aussi un vrai sujet, et avec l'IA, ça s'accélère un tout petit peu. Ça s'accélère énormément même. Tu l'as dit, c'est comment réagir rapidement. Finalement, on n'est plus dans une logique de saisonnalité vraiment. On est vraiment rentré dans une logique d'heure. L'annonce d'un concert, d'un match, un buzz TikTok. Céline Dion. Céline Dion, je vais y revenir. Voilà. Ouais. Je suis allé, Je vois là-bas quelqu'un qui fait oui, Céline Dion. je suis allé chercher des chiffres justement sur Céline Dion. Très intéressant. Parfait, vas-y, super. Bref, n'importe quel type d'événement, pour parler de quelque chose dans le terroir local, une grève, par exemple, ça peut avoir un impact. Finalement, être capable d'aller capter tous ces petits signaux faibles de changements qui vont s'effectuer de manière très instantanée sur le marché, ça va être clé justement pour aller capter à ce moment-là la demande. On a fait une étude avant de parler de Céline Dion. J'y arrive. Hein. J'arrive sur Céline. Ouais, je veux. Sur Céline. On a fait une étude auprès de 700 hôteliers il y a peu de temps sur 11 marchés, dont la France. Et 45% d'entre eux, donc près d'un sur deux, disent vraiment rater des opportunités toutes les semaines à cause de justement ce manque de responsivité, ça n'existe pas, mais tu m'as compris, d'instantanéité dans la réponse. Et seulement 9% d'entre eux reconnaissent vraiment adapter leur prix de manière journalière. Et pour ceux qui ne le font pas, c'est vraiment des réponses qui arrivent 24, 48, 72 heures après. J'en viens à mon exemple de Céline Dion. Donc lancement des préventes le 7 avril. Ce qu'on observe par rapport au 7 avril 2025, c'est une augmentation de plus 1000% des réservations d'une année à l'autre. Mais en même temps, c'est logique. C'est le dernier concert de Céline. Ah, t'imagines. Par contre, l'ADR, lui, n'a pas bougé. Il est resté le même pendant 3 jours. On observe un pic seulement 3 jours plus tard. Donc là, c'est vraiment marquant. C'est-à-dire qu'il y a l'annonce, lancement des préventes, et 3 jours plus tard, seulement une réponse du marché de la part des hôteliers d'adaptation. Donc attends, juste je veux traduire ce que tu es en train de me dire. En gros, il y a l'annonce. Pendant 3 jours, il y a 1000% de réservations en plus que la même période l'année dernière. Le jour même. Le jour même, ouais. Mais pas d'augmentation de prix. Et pas d'augmentation de prix avant le diable. Là, la perte, elle est conséquente. C'est colossal. C'est colossal. Et c'est justement, en fait, là que se trouve le vrai enjeu. Et là où l'IA va venir aider énormément les hôteliers, en tout cas, c'est ce dans quoi nous, on croit chez SiteMinder, c'est qu'il faut venir apporter une réponse à ce response gap, ce trou qu'il y a vraiment dans la raquette pour adapter le pricing. D'accord, hyper intéressant. Donc effectivement, on parle plus de saison. Non. On parle de... En heure, je ne sais pas en quoi on parle, en événement. En événement, en heure, etc. Oui, donc il faut une sacrée réactivité. Aude, tu aurais toi aussi de ton côté un exemple ou un cas comme ça d'un changement que tu as vu et qui a fait un changement monstrueux sur la marge d'un hôtel ou d'un client? Alors, pas comme le concert de Céline Dion, d'accord? Oui, en même temps, évidemment, pas comme le concert de Céline. Mais une des choses à laquelle je pense, c'est une fonctionnalité qu'on vient de sortir sur le BE qui permet en fait, typiquement, généralement, les tarifs des hôtels sont construits sur une base double, d'accord, avec un supplément de... je dis n'importe quoi, hein, plus 20 € pour l'occupation de ma chambre triple. Et en fait, ce supplément, il est figé, il est fixe, il est rigide, d'accord, parce que dans mon logiciel, voilà, je peux que mettre un supplément, quelle que soit la période de l'année. Donc, où je choisis de créer des tarifs par saison ou par moment fort de mon année, où effectivement j'ai ce supplément assez rigide qui me permet pas en fait d'aller moduler la marge que je pourrais faire sur mes occupations. Typiquement, si je reprends ma chambre triple, peut-être que plus 20 € au mois de janvier, c'est très bien pour mon occupation triple.
Par contre, pour un hôtel à Nice qui va avoir une demande sur de la familiale au mois de juillet-août, ce plus 20 euros, il est insuffisant et il faudrait le monter à plus 50. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer sur la marge en fonction de la demande. Et donc, je te parle de l'occupation, mais c'est valable aussi pour les régimes, c'est valable aussi pour les différents tarifs qu'on va calculer sur des bases de suppléments assez rigides et fixes tout au long de l'année. D'accord, ok, super intéressant. Alors, je voudrais qu'on amène le débat sur autre chose maintenant. Donc, j'ai bien compris effectivement tout ce que vous aviez dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle plus de saisonnalité, on parle de réactivité quasi instantanée, surtout quand Céline fait ses derniers concerts, quand vous avez des événements majeurs dans la région. On parle effectivement non plus de valeur du client immédiate, on parle de valeur sur le long terme avec le fameux lifetime value. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais il y a aussi l'IA. Alors moi j'ai une grosse question pour vous deux, cette fois-ci. Moi j'ai le sentiment qu'il y a 15 ans, quand on a vu au loin Booking.com, alors Expedia était déjà là, pointer leur nez, on s'est dit super, c'est une bonne façon de distribuer l'hôtel. À l'époque, je ne sais plus, c'était 10% de com, enfin c'était... Ouais, c'était un autre monde. Et on a un petit peu, entre guillemets, alors quand je dis nous, c'est tout le monde, moi le premier, négligé le truc en disant bon bah ok, on va juste distribuer son hôtel là-dessus sans forcément anticiper ce que 10-15 ans plus tard ça allait donner, c'est-à-dire des hôtels qui sont remplis à 80-90% avec les OTA. Ma question étant, est-ce qu'on est en train de refaire la même erreur, mais avec l'IA? Est-ce que ceux qui ne prennent pas le pas aujourd'hui vont se retrouver dans X années dans une situation délicate? Kylian, tu veux commencer? Ou Aude? Quel gentleman? Aude? Alors, ouais, l'IA, c'est un vaste sujet. On fait que en parler de partout. Tu vois que ça partout. Mais c'est réellement une révolution. Enfin, c'est, en tout cas, nous, on le voit comme une révolution identique à celle, voire même supérieure à celle d'Internet, en fait, de l'arrivée d'Internet. Ce qu'on voit surtout, c'est un changement du comportement de consommateur. Aujourd'hui, un consommateur, ils vont déjà aller de plus en plus utiliser l'IA. Une des dernières stats qu'on avait, c'est que sur la France, on a entre 30 et 40% des voyageurs qui aujourd'hui préparent leur voyage sur l'IA et sur les chats GPT, Claude, Gemini, etc. Alors, quand tu dis prépare, tu inclus effectivement la recherche de l'hôtel. Ouais, c'est principalement la recherche, en fait. Donc, on a plus d'un tiers des clients qui vont commencer à rechercher leur hôtel avec de l'IA aujourd'hui. Et si tu prends les stats de la Gen Z, là, on est sur 68%. Donc, ma fille recherche un hôtel, voilà. Sur ChatGPT. J'ai bien compris. Et donc, c'est un vrai changement aujourd'hui. Et c'est une des stats aussi que nous donnait Google il y a quelques temps. Alors, c'était une évolution à l'époque entre 2023 et 2024. Ouais, c'est ça. Il nous disait que les recherches aujourd'hui, à notre époque, Kylian est peut-être un peu plus jeune, mais on cherchait en fait sur Google hôtel Paris Marais, par exemple. D'accord ? Aujourd'hui, en fait, les gens cherchent hôtel à Paris, 4 étoiles dans le Marais avec une piscine et j'en sais rien, et qui accepte les chiens. D'accord ? Donc Google, ce qu'il a noté, c'est que les recherches supérieures à plus de 6 mots-clés augmentaient à l'époque d'une fois et demie plus rapidement que la recherche de moins de 6 mots-clés. Donc c'était entre 2023 et 2024. Donc on est rendu en 2026. On peut imaginer qu'on est sans doute à x2, x3. D'ailleurs, de ce fait-là aussi, Google a sorti son mode AI Overview qui permet effectivement de poser une question et d'avoir sa réponse. Pour revenir à ta question, je pense que réellement, aujourd'hui, quand je discute avec les hôteliers sur l'IA, ce qui revient régulièrement, c'est comment est-ce que mon hôtel peut être sur ChatGPT. Pour moi, tu peux faire le même parallèle avec ce qu'on nous demandait il y a 20 ans sur comment est-ce que mon hôtel peut apparaître au niveau SEO sur Hôtel à Paris dans le Marais. C'est la même chose. Donc pour moi, plus que
comparer, si tu veux, se dire l'IA versus les OTA, moi je comparais l'IA versus le Google Search, par exemple. Pour moi, ce n'est pas la vraie bataille. Pour moi, aujourd'hui, il y a 2 batailles pour les hôteliers. C'est comment est-ce que sur mon propre site, sur mon parcours client, j'adapte mon parcours client à cette nouvelle façon de rechercher en fait des clients qui finalement passent sur un mode conversationnel. Et 2, comment est-ce que je peux effectivement apparaître sur les IA quand on me cherche. Et pour ça, il y a des outils, il y a effectivement une infrastructure à mettre en place derrière. Alors après, je serais curieux que tu puisses nous en parler. Mais juste avant, donc, Kylian, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ma question d'origine qui était, est-ce qu'en fait, on arrive un peu à la fin de l'ère OTA et qu'il va y avoir le remplacement par les IA, que les gens vont rechercher sur les IA, plus sur Booking? Non, moi j'irais même à contre-courant. Vas-y. Je pense qu'on a tendance à surestimer, en tout cas à court terme, l'effet de l'IA. Parce qu'il faut raison garder un petit peu. Je vais faire un parallèle avec les transactions sur mobile. Les transactions sur mobile, alors c'est né au début des années 2000 au Japon, mais c'est arrivé vraiment en Europe que dans les années 2010, et ça a vraiment explosé avec les Apple Pay, etc. en 2015. Et à l'époque, ça commence et tout le monde disait « Ah, c'est bon, tout va passer en transaction mobile, préparons-nous ». Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est que 50% plus de 10 ans après, ça n'est que 50% des transactions qui passent sur mobile. Donc, je pense qu'il faut se mettre à jour, il faut s'intéresser au sujet, il faut même commencer à l'installer, à l'implémenter sur ce qui vraiment a de l'impact. Mais il faut juste comprendre derrière ce qu'expliquait Aude, c'est que c'est un changement de paradigme en fait. Là où avant on avait toutes nos options, tous nos onglets d'ouvert, une dizaine d'onglets, etc., on rentre maintenant dans une logique de recommandation, plus d'options. Et finalement, là où il va falloir être fort, c'est justement savoir se dire, ok, comment je fais en sorte d'être dans ces recommandations. Donc, pour résumer, à court terme, je ne crois pas que ça va changer réellement les choses et ça va faire disparaître les OTA. Surtout, la question, c'est comment les OTA, maintenant, les OTA et le direct, tous les canaux, vont se débrouiller pour être celui qui va être recommandé. C'est là qu'est la vraie question. D'accord, donc un point de vue un petit peu plus modéré sur le sujet. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir effectivement ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que ça va être un grand débat qui va arriver. Alors, à quel point ça va arriver vite? C'est la grande question. Quand on regarde le premier iPhone, je sais pas, il a 20 ans, quelque chose comme ça, un peu moins. Bon, une petite vingtaine d'années. Et aujourd'hui, quand on regarde sur les sites web d'hôtels, on a 60-65% des visites qui viennent sur téléphone. Donc on peut se dire qu'en 20 ans, on a eu plus de la moitié des gens qui ont fait le switch. Je pense que sur les IA, ce sera plus rapide. Mais dans tous les cas, on est d'accord tous les trois sur un point, c'est qu'il faut s'y mettre aujourd'hui. Et Aude, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui pour augmenter ta visibilité? Parce que donc, ce qu'on veut, c'est que les IA comprennent qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ce que tu proposes, c'est ça? Oui, en fait, pour commencer à aborder l'IA d'un point de vue hôtelier, parce qu'on sait que les OTA, ils sont déjà prêts. Booking, Expedia, ils ont déjà leur application sur ChatGPT. Voilà, eux, ils sont prêts. D'accord ? Malgré tout, en tant qu'hôtelier, enfin en tant que consommateur, je ne vais pas aller télécharger l'application de l'hôtel X à Caen. Donc, non, c'est encore une fois, c'est pas le débat. Par contre, ce qu'il faut faire pour être prêt, c'est 2 choses. Enfin, il y en a plus encore, mais bon, on va partir sur 2. Une des premières choses, c'est que pour être compris, il faut avoir des données qui soient structurées. C'est-à-dire que la première chose à mettre en place, c'est une base de données qu'on va appeler base de données canonique, où l'ensemble des informations de votre établissement est rangé, entre guillemets, et qui va pouvoir devenir la source unique de vérité où, plus tard, les agents IA pourront venir chercher l'information. Donc ça, c'est la première étape. Mais cette base de données, il va falloir faire en sorte qu'elle puisse être lisible par les agents IA.
pour ça, il y a une espèce de pont, un port USB-C, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui s'appelle le serveur MCP. C'est le nouveau standard, on va dire, qu'utilisent les LLM pour pouvoir avoir accès à la donnée. Donc, entre ces deux éléments, la base de données canonique et le serveur MCP, votre hôtel, à terme, doit pouvoir devenir lisible. Les informations doivent... et encore plus important, c'est qu'en ayant cette base de données structurée, les LLM vont pouvoir donner des réponses correctes. C'est-à-dire que plus le client va avancer dans le processus de réservation, moins il est possible, moins il est envisageable que l'IA hallucine. Parce que si on vous répond que l'hôtel a des chambres quadruples de disponibles et que ce n'est pas le cas, ça va devenir problématique. Donc c'est pour ça que ces serveurs MCP et cette base de données vont pouvoir alimenter l'IA aussi bien sur les informations, on va dire, de base de votre établissement, tout ce qui est lié à l'information sur votre établissement, mais également, à terme, permettre que vos outils technologiques puissent aussi alimenter sur toute la partie réservation, donc réservation agentique. D'accord, très intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a un point qui est extrêmement important dont Aude parlait, qui est ce phénomène d'hallucination. Je pense que vous avez tous déjà fait une requête sur ChatGPT, Claude ou je ne sais quoi, et il vous répond complètement à côté de la plaque. Et après, on lui dit, mais tu te rends compte que tu t'es trompé ? Ah oui, pardon, tu as raison. Et ensuite, il vous donne la vérité. Ce phénomène d'hallucination, c'est vrai qu'effectivement, il y a l'enjeu d'être visible sur les IA, mais d'être visible avec les données correctes. La nouvelle génération qui naît et qui vit l'IA et pour qui ce sera son quotidien, elle ne va pas forcément avoir cette présence d'esprit de « tiens, la réponse que m'a donnée l'IA est potentiellement fausse ». Et effectivement, tu parlais de la chambre quadruple, il pourrait arriver à 4 dans votre hôtel, vous n'avez que les singles en disant « bah non, on est une famille, on a réservé une chambre quadruple ». Et là, le client va vous dire bah, « c'est de votre faute, voilà, il fallait dire à ChatGPT, etc. etc. » Donc c'est un vrai sujet d'avoir des données qui sont propres, qui sont lisibles, et ces fameux serveurs MCP. Pour continuer sur l'IA, mais ne pas parler de la partie visibilité, on est d'accord que l'IA, ça peut devenir aussi un vrai outil sur ta stratégie de pricing maintenant, non ? Ah bah oui, à fond. Et c'est d'ailleurs là que c'est le plus utile. Il y a 3 choses principalement, je pense, sur lesquelles l'IA doit pouvoir contribuer tout de suite. On verra comment ça évolue dans le futur, mais il y a 3 choses principales. Premièrement, ça permet de rester à l'écoute du marché. Je parlais d'instantanéité avant. Le concert de Céline. Voilà, le fameux concert. Nous, par exemple, chez SiteMinder, l'IA qu'on a injecté en quelque sorte dans notre plateforme, à l'analyse, les 135 millions de réservations par an, même les 20 ans d'historique de SiteMinder finalement. Donc c'est 4 milliards de points data qui sont analysés, quelque chose qui serait impossible. C'est des chiffres qui sont mais oui, voilà. irréels tellement c'est énorme. Exactement. Donc ce serait impossible d'analyser tout ça rien qu'avec des équipes aussi forts soient-ils dans cette équipe. Donc ça permet déjà d'être toujours à l'écoute de tous ces signaux faibles. En plus d'être à l'écoute, ça va permettre du coup de voir venir la vague. En parlant de voir venir la vague, on a fait il y a peu de temps une interview d'un client à nous qui est à Hawaï et du coup qui expliquait un petit peu comment il segmentait et comment il allait chercher justement ces segments de clients. Et lui, clairement, il se compare à Hawaï aux hôtels Disney World en Floride. On pourrait se dire, bon, ce mec est fou. Pas du tout. En fait, grâce à l'IA, justement, il a pu associer ces segments clients en disant bah oui, moi mon segment c'est les familles américaines avec tel pouvoir d'achat, tel panier moyen, et donc oui, voilà qui est mon concurrent. Complètement le même segment que Disney World. Exactement. Mais maintenant que tu me le dis, je me dis bah oui, c'est évident. Exactement. Donc ça c'est en plus du coup voilà de voir venir la vague. Et le dernier point qui est tout aussi important que les deux autres, c'est de pouvoir répondre dans l'instantanéité. On parlait du temps de réponse, le response gap. L'IA doit être aussi là pour pousser déjà des solutions, de dire ok, il s'est passé ça, voilà à peu près ce que tu devrais pousser, voilà les 2 options, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
Et du coup, on reste en stratège derrière à choisir. Donc, je dirais que c'est ces 3 points-là sur lesquels ça va avoir un vrai impact. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis assez d'accord. Tiens, je vous raconte juste une petite anecdote et après j'ai une dernière question finale parce qu'on arrive au bout. Je vois le timer là. Et une anecdote sur effectivement l'analyse de données. Donc moi sur 10 minutes hôtel, on a une newsletter dédiée à l'hôtellerie, etc. qu'on avait pour habitude d'envoyer le mardi et le jeudi, partant du principe que vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Et en fait, en analysant des dizaines et des dizaines de millions de mails envoyés avec une IA, l'IA nous a suggéré ta newsletter du jeudi, peut-être envoie-la samedi matin. Et effectivement, on a switché ça et on a gagné 5-6 points de taux d'ouverture de la newsletter. On s'est dit, ah tiens, c'est marrant. Mais ça, on n'aurait jamais pu le voir à la main. Alors, question finale. Pareil pour vous deux. On va commencer par toi, Aude. Pour les hôteliers, très concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pour anticiper les 24 prochains mois, on va dire, pour essayer de rester quand même à court moyen terme? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses principales finalement. La première, c'est, je pense qu'elle est issue de toute la table ronde qu'on a fait aujourd'hui, c'est penser à chercher le prix moyen net de vos canaux, c'est-à-dire analyser réellement quelle est la contribution de chaque canal pour prendre les meilleures décisions et améliorer votre rentabilité. Et ensuite, la deuxième, qui est liée à l'IA, puisque il y a une vague là aussi, malgré tout. Formez-vous, renseignez-vous, demandez à vos prestataires qu'est-ce qu'ils font aussi sur ce sujet-là. Et commencez à construire en fait cette infrastructure IA qui va vous permettre demain de ne pas être en retard par rapport aux OTA qui, eux, sont déjà dans les starting blocks. Et donc, monter effectivement cette infrastructure avec cette base de données pour commencer. Pensez à vérifier que vos moteurs de réservation, vos technologies vont être capables d'aller se connecter via un serveur MCP de façon à anticiper ce qui est en train d'arriver. Parfait. Je rebondis juste sur un petit point sur ce que disait Aude. Attention, quand elle parle de se former à l'IA, aller chatter avec ChatGPT pour savoir comment prompter, c'est vraiment la partie visible de l'IA. 95 voire 98% de l'IA, notamment dans l'hôtellerie, est une IA invisible. Aude parlait énormément de serveurs MCP. À aucun moment, quelqu'un ici va se dire « Tiens, je vais créer mon serveur MCP ». Sauf si vous êtes un ingénieur ou un pro de l'IA, etc. Donc il y a vraiment cette partie où en fait, il faut aller voir des experts, aller voir vos prestataires qui ont planché sur le sujet, qui vont dire voilà, faites ci, faites ça, etc. Kylian, ce serait quoi tes conseils? Ça reprend beaucoup de choses que ce que Aude vient de dire. Je pense qu'il faut passer d'opérateur à stratège, comme j'ai dit là il y a peu de temps. Il faut reprendre un peu le contrôle sur qui sont mes clients, est-ce que c'est vraiment rentable, quels canaux, quel moment, quel mix. Et il faut se rapprocher de vos fournisseurs, quels que soient PMS, Channel Manager, moteur de réservation direct. Ça reste à eux quand même de faire ce pas, de commencer à intégrer l'IA dans leurs outils. Et il faut comprendre ce paradigme de on est rentré dans une ère de recommandation où l'IA va faire ce travail pour nous. Donc voilà, passons du côté stratège, moins dans le côté opérationnel, dans la perte de temps, laissons ça à l'IA pour s'occuper de ce qui vraiment impacte la rentabilité. Parce que finalement, en 2026-2027, celui qui ne contrôle pas vraiment cette demande, ça veut dire qu'il laisse les autres la contrôler pour lui. Donc, vaut mieux reprendre le contrôle. Ouais. Parfait, excellent. Alors, je suis désolé, on ne va pas avoir de temps pour les questions. Il nous reste 2-3 minutes seulement. Mais voilà, moi, ce que je retiens de cette conférence et de cette table ronde avec Aude et Kylian, c'est vraiment le point numéro 1, c'est augmenter sa compréhension de ses clients. Qu'est-ce que coûte réellement un client? Qu'est-ce que rapporte réellement un client sur le moyen, sur le long terme? Le deuxième point, c'est vraiment comment utiliser l'IA pour pouvoir adapter ses stratégies tarifaires et répondre plus vite au concert de Céline. Alors, je fais une fixation alors que pas du tout. Ça. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà. Mais bref, ça c'est le deuxième point. Et effectivement, le troisième point, c'est d'anticiper ce changement de paradigme qu'on va avoir, où les gens vont rechercher de plus en plus sur les IA.
Et je voudrais terminer sur une petite note positive pour les hôteliers. Et là, c'est mon point de vue personnel, ce n'est pas des analyses ou quoi que ce soit. Moi, je pense que l'hôtellerie va être une des industries qui va être le plus impactée positivement par l'IA. Pour 2 choses. La première, c'est que l'IA va permettre à des gens qui n'osaient pas voyager de voyager. On parle de 30 à 40% de gens qui préparent leur voyage avec ça. On parle aujourd'hui d'outils qui permettent de traduire en live. Enfin, typiquement, moi, je vais pas partir dans un pays où ils ne parlent pas très bien anglais et je parle pas du tout la langue. Ça va être extrêmement compliqué. Et ben, c'est pareil dans l'autre sens. Donc, je pense que ça va attirer du monde. Ah, voilà. Et quand on regarde en fait toutes les évolutions technologiques, donc Internet, le smartphone et donc maintenant l'IA, on voit à chaque fois il y a cette évolution technologique. Dans l'année qui suit, il y a une évolution du marché et de la quantité de voyageurs internationaux. Donc ça, c'est le premier point. Donc je pense que vous allez avoir de plus en plus de clients qui vont arriver. Et le deuxième point, c'est que pour moi, dans l'hôtellerie, l'IA va vraiment être un outil qui va être de plus en plus invisible. Et en fait, vous allez passer de plus en plus de temps à vous occuper de vos clients plutôt que d'être là sur des tableurs Excel, à faire des calculs et des maths et à analyser vos propres données. Donc voilà, moi je pense que vous êtes au meilleur endroit pour le futur. Et donc bravo à vous d'avoir choisi d'être hôtelier. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.